Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce premier cours au niveau de Prépa Live, donc spécialité médecine. Vous étudiants de terminale qui voulez démarrer par des études de médecine. Donc on va commencer en fait le premier cours qui est le premier cours de fac. Donc c'est exactement la même chose en fait que vous allez avoir. Donc on va commencer par un premier cours qui s'appelle l'atomistique. Alors, sachant que dans l'atomistique, qu'est-ce qu'on peut entendre là-dedans? Vous avez deux choses, vous avez l'atome et le mystique. Donc le mystique, le mystérieux, les mystères de l'atome. Donc on va là-dessus, regarder la composition en fait de l'atome, sachant que pour faire ce cours, ce qu'on va faire, c'est tout simplement en fait qu'on va s'appuyer sur ce que vous avez déjà vu en fait au cours du lycée, et on va pousser tout ça en fait beaucoup plus loin. Alors, sachant que au niveau de l'atome, si on arrive sur la composition de l'atome, souvenez-vous, vous avez vu ça en fait en seconde, qu'un atome est composé d'un noyau, et ce noyau contient deux types de particules. On va avoir à l'intérieur ce qu'on appelle les protons. Et on va également avoir les neutrons. Et protons et neutrons vont composer cette fois-ci le noyau. Alors, sachant que les neutrons, alors si vous regardez bien, neutrons, on comprend neutre. Neutre, ça veut dire que c'est des particules qui ne sont pas chargées. Donc il n'y a aucune charge. Et si on regarde au niveau des protons, on a des charges positives. Alors sachant que autour de ce noyau va graviter ce qu'on appelle le cortège électronique. Et hop. Alors dans ce cortège électronique, on va se retrouver avec la couche la plus interne, qu'on appelle la couche K, puis L, M, et ainsi de suite. Alors rappelez-vous, au niveau de la couche K, on peut placer combien d'électrons à l'intérieur? Réponse, 2 électrons. Donc on a 2 électrons sur cette couche K qui peuvent être mis dedans. Pour la couche L, bonne question. Combien d'électrons est-ce qu'on peut mettre dans une couche L? Réponse, 8. Allez, question un peu plus compliquée. Au niveau d'une couche M, on peut y placer combien d'électrons? Alors, à vous. Eh bien, si vous regardez, alors il y a une chose en fait qui est très simple. Vous faites tout simplement 2n au carré. Alors 2n au carré, si vous appliquez en fait cette petite formule, donc regardez, donc si au niveau de n, vous placez un 1, bah, ce qui va se passer, c'est que vous avez 1 au carré, réponse 1, donc fois 2, 2. Si vous mettez un 2, 2 au carré, on va se retrouver avec 4, 4 fois 2, 8. Et bingo, on a exactement les mêmes. Alors, on continue, on passe cette fois-ci à 3, qui va correspondre en fait à la couche M. Donc 3 au carré, donc on est à 9, 9 fois 2, 18. Donc la couche M peut contenir au maximum 18 électrons là-dessus. Sachant que, si vous vous souvenez, pour le petit rappel, un atome composé d'un noyau et d'un cortège électronique va avoir une charge globale à l'intérieur qui va être nulle. Ça, c'est vraiment la caractéristique en fait que vous avez pour un atome. Attention, dès qu'on vous pose la question quelle est la charge pour un atome, réponse 0. Si vous avez en fait des atomes qui deviennent chargés,
Donc dans ces cas-là, ça ne s'appelle plus donc des atomes, mais ça portera donc l'appellation d'un ion. Alors ici, vous avez donc vos électrons qui vont donc hop, graviter donc autour. Voilà donc pour la structure donc globale donc d'un atome. Et si on va donc un tout petit peu plus loin, donc rappelez-vous tout simplement en fait que donc un atome, on peut donc retrouver donc tous les atomes donc dans ce qu'on appelle donc le tableau périodique. Le tableau périodique donc fait par qui? Réponse Mendeleïev. Donc et Mendeleïev qui était de quelle origine? Un Russe. Et oui, donc Mendeleïev, donc lui, ce qu'il a dit, c'est simplement en fait que tous les atomes, on peut les définir en fait par donc le symbole X. Et là-dessus, on va avoir donc A et Z. Sachant en fait que au niveau donc de A, on a donc le nombre de nucléons et Z, ça représente le nombre de protons. Donc nombre de protons donc pour le Z, hop, vous les avez donc ici. Donc nombre de protons, et si on fait neutrons plus protons, on va avoir donc le nombre de nucléons. Alors tout ceci, c'est génial, donc ça, c'est parfait. Par contre, ce qui se passe, c'est simplement en fait que ce modèle qu'on appelle donc le modèle de Bohr a présenté donc pas mal de limites. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est simplement en fait que donc, ce modèle présentant donc des limites, il a fallu donc trouver des solutions. Alors, imaginez-vous tout simplement en fait que donc, pour trouver donc ces solutions, donc, on s'est retrouvé donc, dans les années 1930 donc, dans un château donc, en Autriche. Et ce qui se passe, c'est simplement en fait que donc, un nouveau modèle donc, a été mis en place. Dans ce nouveau modèle, donc, on va voir donc, tout plein de personnages qui vont intervenir. Et l'essentiel d'entre eux, alors bien entendu, c'est le père donc, de la chimie, donc le père donc, des sciences règle générale, et qui s'appelle Einstein. Einstein, donc, lui, a inventé donc, un nouveau modèle, et donc, il a dit que ce modèle, donc ici, il est pas mal, mais qui présente donc des limites. Donc automatiquement, ce qui s'est passé, c'est simplement que, hop, il a tout effacé, et il a recommencé en fait sur de nouvelles bases. Il a défini donc nouveau modèle. Donc on a ce qu'on appelle donc n, le nombre quantique principal. Donc bien sûr, avant donc de continuer la suite, donc Einstein lui ce qu'il a donc défini, c'est qu'il a donc mis en place ce qu'on appelle donc les règles de la mécanique quantique. Alors la mécanique quantique, donc c'est donc la suite donc de l'atomistique. Donc c'est donc la suite donc de l'atome, au niveau donc duquel on va donc se retrouver donc avec donc un atome, mais un peu plus détaillé. Alors, dans ce nouveau modèle donc de mécanique quantique, donc Einstein a défini ce qu'on appelle donc le nombre quantique principal. Et ça correspond à ce qu'on appelle donc la couche électronique. Puis, il a également donc défini ce qu'on appelle L, le nombre quantique secondaire. Et c'est là en fait où Einstein donc, a apporté vraiment donc, toute la nouveauté, simplement parce qu'il a dit en fait que donc, dans la couche, il existait également ce qu'on appelle en fait des sous-couches. Donc il a défini, donc il a fractionné donc, la couche en sous-couches, et c'est ça en fait la grande nouveauté. Donc on a le nombre quantique donc, principal, donc la couche, et le nombre quantique donc, secondaire, donc la sous-couche. Alors, pour donc, comprendre en fait comment ça fonctionne, alors c'est très simple. Ce que je vous conseille donc, et vous verrez dès que vous avez touché donc, à l'atomistique, donc la première des choses donc, à faire, c'est tout simplement donc, un petit tableau au niveau duquel donc, vous allez donc, me mettre donc, le N et le L.
Le N, alors ça correspond en fait à quoi? Rappelez-vous, à la couche. Donc comme donc, dans ce modèle donc, de mécanique quantique, donc on est sur un nouveau modèle, histoire de changer un peu par rapport donc, au modèle de bord. Donc là, ce qui se passe, c'est simplement en fait qu'on arrête donc de mettre KLMN, mais on va mettre plutôt en fait des chiffres. Donc on va mettre donc pour K le nombre quantique donc principal de 1. Puis on va avoir donc 2 qui va correspondre donc à la couche L, puis 3, donc M, 4 et ainsi de suite. Puis au niveau donc des sous-couches. Alors, pour un nombre quantique principal donc de 1, combien de sous-couches? Réponse, si on a 1, on a une sous-couche. Donc on va mettre ici S, qui correspond à un nombre quantique donc secondaire de 0. Puis pour une couche donc, de numéro donc, quantique principal, 2. Donc on va avoir donc combien de sous-couches? Réponse, 2. C'est facile. Donc du coup, on a donc S et P. Le P correspondra donc à un nombre quantique secondaire, donc égal à 1. Puis après, derrière, on a donc pour numéro quantique principal donc de 3. Donc d'après vous, combien de sous-couches? Réponse, 3. On a 3 sous-couches. Donc ici, on a S, P, D. Donc le D donc, qui arrive, nombre quantique donc secondaire, qui va être de 2. Puis 4 sous-couches, la quatrième couche, donc égale à 4 sous-couches. Donc on a S, P, D et F. Donc ici, on lui met donc le 3. Alors, bien entendu, petite astuce en fait pour donc ici donc retenir donc l'ordre d'arrivée donc des sous-couches. Donc regardez bien. Vous avez ici ce qu'on appelle donc le format PDF. Donc format donc PDF, tout le monde le connaît. Donc du coup, en retenant en fait le format donc PDF, vous avez donc les arrivées donc des sous-couches, puisque on a donc P, D et F. Alors bien entendu, donc pour la première, le S, il faut bien le trouver donc quelque part, donc il faut le mettre devant, ça il faut le retenir. Voilà, petite chose que je vous demande de retenir donc là-dessus. Donc là, vous avez donc S, puis après, donc vous avez le PDF. Alors si vous faites attention donc ici à ce modèle donc simpliste, donc on peut voir en fait qu'on a donc plusieurs sous-couches S, puis on a plusieurs sous-couches P. Puis, on a plusieurs sous-couches D. Mais comment est-ce qu'on peut faire la différence entre les unes et les autres? Réponse, facile. Pour distinguer donc cette sous-couche S de la sous-couche S suivante, ce qui se passe, c'est simplement en fait que devant, on va donc mettre le numéro de la couche. Donc ici, hop, on va avoir donc 2, puis 3, puis le 4. Et voilà comment on peut distinguer. Alors, après, donc concrètement, à quoi sert en fait ce genre de choses? Alors, c'est très simple, c'est simplement pour donc, pouvoir faire donc, les structures électroniques et au lieu de faire donc, la structure électronique utilisant donc, les couches, cette fois-ci, on va donc évoluer et on va faire donc, des structures électroniques mais utilisant donc, les sous-couches. Donc c'est ça ce que je vais vous apprendre en fait à faire donc, ici dans ce cours. Alors, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Hop, on passe à la suite. Rappelez-vous que dans une couche K, on pouvait mettre combien d'électrons donc, au maximum? Souvenez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit dès le départ? Donc K pouvait contenir au maximum 2 électrons. Donc ça veut dire que au niveau d'une sous-couche S, on peut avoir combien d'électrons donc au maximum? Réponse 2. Donc retenez que S peut avoir donc au maximum 2 électrons à l'intérieur. Pour donc la couche L, on a combien d'électrons donc à l'intérieur? On a 8 électrons.
Si vous avez déjà mis donc 2 électrons au niveau donc, de la S, donc 8 moins les 2, on se retrouve avec 6 électrons. 6 électrons qu'on peut alors placer au niveau de la sous-couche P. Donc la sous-couche P, elle peut contenir donc à l'intérieur 6 électrons. Puis rappelez-vous en fait qu'au niveau donc de M, on avait donc 18 électrons à l'intérieur. Mais si on a déjà mis donc 2 électrons dans S, 6 électrons donc dans P, donc il reste 10 électrons qu'on peut placer dans la D. Et bien entendu, si on continue à faire la même chose donc pour donc, la couche N, qui est donc la quatrième, on va se retrouver donc avec donc, le F et on peut y mettre 14 électrons dedans. Alors maintenant, si on prend donc un petit exemple. L'oxygène qui possède donc un numéro atomique de combien? Alors l'oxygène, numéro atomique de 8. Alors sur ce numéro atomique donc de 8, donc ça veut dire que j'ai 8 protons. Les protons dans un atome sont chargés donc positivement, sachant que donc l'atome est électriquement neutre. Donc il a autant de protons que d'électrons. Comme on a autant de protons que d'électrons, donc ça veut dire en fait qu'on a 8 protons, donc 8 électrons à placer dans la couche électronique. Si on prend l'ancien modèle, donc au niveau de l'ancien modèle, on allait l'écrire en tant que K2L6. On a donc 2 électrons qu'on peut placer donc sur donc, la couche K, puis 6 électrons qu'on peut placer au niveau de la couche L. Maintenant, arrivons au niveau de la fac. Alors, à la fac, on va donc arrêter ce modèle. Ça y est, c'est déjà grand, hein. Donc, on passe maintenant chez les adultes, chez les grands, hein. Et donc, dans le nouveau modèle donc, de mécanique quantique, on va donc placer donc, le premier, donc 1, S, et 2 électrons qu'on peut placer donc, dans une sous-couche S. Puis après, il nous reste donc encore à mettre 6 électrons. Donc dans les 6 électrons, on passe donc sur le deuxième. 2S, 2. On a donc placé 4 électrons en tout, 2 plus 2. Il vous en reste encore 4 à placer. Donc on passe donc sur la suivante et on a donc 2P4. Et voici donc la structure donc électronique qu'on peut donc avoir pour l'oxygène. Structure électronique qu'on peut avoir donc pour l'oxygène. Donc là, c'est exactement donc ce genre de choses qu'il va falloir donc apprendre à faire et pour n'importe quel type donc d'atome. Alors, on va prendre un autre exemple. Donc par exemple, on peut donc faire l'azote. L'azote, on a donc un numéro atomique donc à 7. Donc sachant qu'on a un numéro atomique donc à 7, on a 7 électrons à placer. Donc on y va. Donc on a ici 1S, 2. Puis après 2S, 2. Il nous reste donc cette fois-ci à placer donc 2 plus 2, 4. Il faut mettre en tout 7. Donc on doit placer encore 3 électrons. Donc on a du 2P3. Voilà la structure donc électronique en mécanique quantique pour l'azote. Alors ici, donc une fois qu'on fait ceci, donc souvenez-vous donc de ce qu'on appelle les électrons de valence. Alors les électrons de valence, qu'est-ce que ça représente? Électrons de valence, par définition, on dit en fait que ça représente les électrons qui sont situés sur la couche la plus externe. Donc si on considère en fait que c'est les électrons situés sur la couche donc la plus externe, donc là, je reviens et je vous pose la question. Pour l'oxygène, il y a combien d'électrons donc de valence? On parle de couche, pas de sous-couche. Donc attention, il faut prendre les électrons sur la couche la plus externe. Donc du coup, la couche 2, elle contient donc à l'intérieur, donc 2 plus 4, on a 6 électrons de valence.
Voilà pour donc l'oxygène. Maintenant pour l'azote. Pour l'azote, pareil, donc on a donc, les électrons situés sur la couche la plus externe. Donc en électrons de valence, donc on va avoir ici, donc 2 plus 3. Cinq électrons donc de valence pour l'atome d'azote. Alors, on continue donc au niveau de quelques exemples pour essayer de s'habituer donc à ce modèle de mécanique quantique. Allez, hop. On va prendre donc cette fois-ci l'exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver comme exemple? Donc assez sympathique. On va prendre le titane. Allez, le titane, numéro atomique de 22. Ça y est, on monte beaucoup plus haut. Donc pour numéro atomique donc, de 22, donc là, on va se retrouver donc, sur les couches donc, les plus internes. Donc c'est-à-dire, on va se retrouver donc, avec ce qu'il y a donc, de plus bas. Alors là, donc, pour faire en fait ceci, donc, ce qui se passe, c'est simplement que Einstein, quand il l'a fait, il s'est retrouvé en fait face à un gros problème. C'est-à-dire que son modèle, il fonctionnait très très bien, donc, mais pour des petites valeurs, donc pour des petits z. Dès qu'on arrivait sur des z beaucoup plus élevés, bah, ce qui se passe, c'est simplement en fait que Einstein s'est retrouvé en fait face à un petit problème parce que ça ne marchait pas son modèle ne marchait pas. Et là, hop, il se prend la tête, il s'arrache les cheveux. C'est à ce moment-là en fait où Einstein donc il a eu donc ses cheveux donc en pétard. Non, je rigole. Hein. Non, pas du tout. Alors, ce qui se passe, c'est simplement que face en fait à ce problème, donc est venue une autre personne, donc qui s'appelle donc Kleshowski. Alors, Kleshowski en fait, pour la petite histoire, il s'agissait en fait d'une personne qui boitait en fait un petit peu, simplement parce que c'était donc une personne voilà qui boitait et quand elle arrivait, elle était donc face à ce modèle et regarde Einstein, il lui dit mais c'est génial ce que tu as trouvé, franchement mais c'est top. Et là Einstein lui dit bah non pas du tout, bah, c'est pas génial, ça marche pas, ça marche au départ mais ça marche pas vers donc les plus élevés. Et là Kleshowski en fait donc lui il a trouvé le truc. Et il dit, mais si, mais c'est top, mais c'est trop bien. Et pourquoi? Simplement parce que Kleshowski, si vous regardez, donc c'est quelqu'un, en fait, je vous ai dit, voilà, qui boitait un petit peu. Et comme il boitait, en fait, un petit peu, eh ben, il a vu, en fait, un remplissage, d'ailleurs, qui porte son nom, puisque c'est le remplissage, en fait, de Kleshowski, et qui se fait tout simplement, en fait, de travers, puisque c'est selon les diagonales. Donc, alors, bien sûr, donc la règle, en fait, de remplissage, donc, elle va se faire, donc, ici, selon donc une diagonale. Et quand vous regardez, donc pour placer donc les 22 électrons, donc ici, on va avoir donc un S2. Jusque-là, tout va bien, puisque c'était donc la même chose qu'Einstein faisait. Puis après, on continue, 2S2. On continue, donc premier, deuxième, troisième, et vous descendez au fur et à mesure. Donc, on a 2P6, puisqu'on peut placer sur un P, donc 6 électrons maximum, rappelez-vous. Hein. Puis, on descend, et on a donc 3S2. Hop, on remonte, 3P6. Et là, ça change par rapport donc, à Einstein, simplement parce que après le 3P, on remplit le 4S. Donc 4S2. Et là, on arrive sur 3D2. Et si vous comptez, on a donc 2 plus 2, 4. 4 et 6, 10. 12, 18, 20, 2. Et on a les 22 électrons donc, qui sont là-dedans. Alors, pour ne jamais se tromper. Donc regardez bien,
Donc je ne sais pas si vous avez vraiment fait attention ou pas, mais petite astuce en fait, dès que vous êtes sur un numéro atomique compris entre 20 et 30, si vous faites attention, regardez, entre 20 et 30, vous avez un 22, et là, vous avez les 22 qui apparaissent. Donc normalement, le chiffre que vous avez doit apparaître automatiquement, donc ici, au niveau donc, de la structure électronique. Et ouais, ça c'est une petite astuce pour toujours savoir où est-ce que vous en êtes et pour vérifier si vous ne vous trompez pas ou quoi que ce soit. Voilà le petit truc en fait, donc pour le savoir directement. Alors, ça, donc c'est bien. Donc voilà un peu la structure électronique, comment on fait donc pour le remplissage. Maintenant, donc, au niveau de ma valence. Donc on revient toujours sur mes électrons de valence. Alors si vous regardez bien, donc ici au niveau donc, de mes électrons de valence, alors sachez que en fonction des facs, en fonction des profs, en fonction donc, de ce qui peut être fait au niveau donc, de la fac, parfois il y a certains profs qui demandent en fait à réorganiser la structure donc, de Kleshowski. Donc dans les réponses, donc, vous avez toujours donc, deux choses. Soit on vous donne la réponse donc, à l'état fondamental, donc, soit on vous la donne selon Kleshowski. Donc selon Kleshowski, donc, voici donc, la réponse, c'est-à-dire selon cet ordre de remplissage. Et si on vous demande en fait dans un QCM par exemple de le remplir à l'état fondamental, attention à bien remettre en fait ici, donc au niveau des structures, l'ordre, c'est-à-dire la 1, puis après la 2, la 3 et la 4 qui doit donc venir après. Voici si on vous demande donc de remplir selon l'ordre fondamental. Voilà comment il faudra donc procéder. Alors, bien entendu, donc, je reviens sur mes électrons de valence. Alors, au niveau de mes électrons de valence, si on vous pose la question, donc sachez que tout à l'heure, je vous ai dit en fait que les électrons de valence, c'était les électrons qui étaient situés en fait sur la couche la plus externe. C'est vrai, mais attention, c'est faux. Non, c'est vrai, mais il y a deux options pour ce truc-là. Donc pour les électrons de valence, donc attention, parce qu'on a donc deux règles qui existent. Donc il faut toujours donc se situer et faire attention en fait à laquelle on est en train d'appliquer. Je m'explique. Donc ici, donc, il faut savoir que quand vous avez donc les électrons de valence, regardez toujours en fait la sous-couche qui est juste avant, l'avant-dernière sous-couche. Si l'avant-dernière sous-couche n'est pas totalement remplie, donc sachant que le D peut contenir au maximum 10 électrons, que là on en a 2, donc c'est-à-dire que la sous-couche donc D n'est pas totalement remplie. Donc dans ces cas-là, les électrons de valence correspondent aux deux dernières sous-couches qui sont présentes. Donc ici, les électrons de valence vont correspondre donc à 2 plus 2. On est donc à 4 électrons donc de valence pour cet élément. Si on reprend l'exemple de l'oxygène. Donc l'oxygène, on avait dit en fait qu'on était à Z28, un S2, 2 S2, 2 P4. Si l'avant-dernière sous-couche est totalement remplie, donc tout à l'heure, pour le titane, on avait l'avant-dernière sous-couche qui n'est pas totalement remplie, on prend les deux dernières sous-couches. Si l'avant-dernière sous-couche est totalement remplie, donc c'est-à-dire pour l'oxygène par exemple, dans ces cas-là, il faudra donc prendre la dernière couche entière, ce qu'on avait déjà dit auparavant. Donc la dernière couche qui est couche de valence. Donc on a ici pour l'oxygène les 2 plus 4, 6 électrons donc de valence. Voilà comment il faut procéder. Alors, bien entendu, donc tout ceci c'est génial. Par contre, il faut savoir que à toute règle existent des exceptions. Et oui, effectivement, à toute règle, il existe toujours une contre-règle.
Alors, on va procéder donc maintenant à ce qu'on appelle donc les exceptions. Et vous allez voir en fait que ça s'appelle une exception, mais au final, pas tant que ça. Alors, avant d'arriver sur les exceptions, il faut savoir que dans ce modèle donc quantique, donc ici présent, donc on a donc vu les couches qu'on appelle donc le nombre quantique principal. On a vu ce qu'on appelle la sous-couche nombre quantique donc secondaire. Là maintenant, on va donc regarder donc deux autres choses. Comme dans un modèle, donc quand on arrive en fait dans un nouveau modèle, donc on lui donne en fait une nouvelle appellation. Et donc du coup, les électrons ne s'appellent plus donc électrons dans ce modèle donc de mécanique quantique, mais un électron va maintenant s'appeler un spin. Et le spin, donc qu'on va noter donc S, il va exister donc sous deux états. Soit vous allez avoir en fait les électrons qui vont être pointés donc vers le haut, qui vont donc graviter vers le haut. On va appeler ça ce qu'on appelle donc des spins positifs, qu'on note avec un petit tiret, donc une flèche vers le haut. Donc c'est un spin positif d'une valeur donc plus 1,5. Ou bien on a également donc ce qu'on appelle les électrons qui vont graviter donc vers le bas, qui vont tourner donc en bas. Et donc dans ces cas-là, on va avoir ce qu'on appelle les spins négatifs. Et ces spins négatifs d'une valeur moins 1,5. Alors, on a défini donc les spins, donc les électrons. Et donc maintenant, il nous reste à définir ce qu'on appelle donc le nombre quantique magnétique. M. Donc nombre quantique donc magnétique, on a donc le M. Alors pour définir le nombre quantique magnétique, on va s'intéresser d'un peu plus près en fait à ces fameuses sous-couches et au niveau donc de la sous-couche S. Alors il faut savoir qu'il y a des gens qui ont calculé donc la probabilité en fait de présence de l'électron. Et ce qui s'est passé, c'est que par calcul mathématique, donc on a calculé donc la probabilité donc de présence de l'électron. Et pour une sous-couche donc S, dans l'espace, ça ressemblait en fait à une sphère. Alors, du coup, une sphère donc a été représentée donc par par ce qu'on appelle une case ou une orbitale moléculaire. Ou bien orbitale atomique. Donc ça, c'était donc pour la sous-couche S. Puis, ils ont refait exactement la même chose en fait pour les sous-couches P. Alors, au niveau de la sous-couche P, ils ont vu en fait que pour la P, ça ressemblait en fait à des ovoïdes et des ovoïdes en fait qui étaient sur chaque axe de l'espace. Donc du coup, si on les décompose, on a donc ici donc les trois axes de l'espace, donc Px, Py et Pz. Que sur ces trois axes donc de l'espace, donc si je décompose, on avait donc une qui allait ici, l'autre qui était représentée là, et la dernière qui était représentée
ici. Si on fait la somme de ces trois espaces, on arrive cette fois-ci donc sur cette formule. Alors, tout ceci c'est bien, mais ça correspond à quoi? Alors, dans une sous-couche P, donc on a une case quantique qui est donnée pour PZ, une case quantique qui est donnée pour PY, une case quantique qui est donnée donc pour PX, et à la fin, si on regroupe donc les trois, c'est qu'au niveau donc d'une P, on a donc cette fois-ci un ensemble de trois cases quantiques. Trois cases quantiques, donc deux polis qui existent. Alors, hop, si on simplifie tout ça, donc vous, ce que vous avez en fait à retenir, c'est simplement que dans une S, il existe une case quantique de polis. Quand vous avez une P, là, vous êtes donc sur trois cases quantiques. Pour passer d'une S à une P, on a rajouté combien donc de cases quantiques? Réponse 2. Là, hop, si vous regardez, j'ai plus de cases quantiques. C'est-à-dire que pour passer d'une P à une D, si là j'ai trois cases quantiques, donc du coup, au niveau donc de la D, je vais avoir combien donc de cases quantiques? Si je fais ici donc plus 2, bah vous mettez plus 2. Puis, on continue. On a donc F qui contient donc cette fois-ci les 5 cases quantiques en fait d'une D plus 2, ça veut dire 7 cases quantiques. Étant donné en fait que c'est un modèle qui est archi bien fait, si vous regardez bien, au niveau d'une S, la S, elle pouvait contenir combien d'électrons? C'est encore au tableau. Donc la S peut contenir donc au maximum 2 électrons. Donc du coup, ici, quand on regarde, au niveau donc d'une S, on a 2 électrons potentiellement possibles et qu'on peut placer dedans. Donc du coup, si vous regardez, comment est-ce qu'on peut faire? Eh ben, vous avez donc 2 électrons, donc un spin positif, donc qui tourne vers le haut, et vous avez donc un négatif qui tourne vers le bas. Et puis comme il y en a un qui tourne en haut, que l'autre il tourne en bas, donc automatiquement les deux peuvent toujours être présents sans jamais en fait s'affronter et sans jamais en fait se toucher. Chacun a son espace. Donc quand on prend donc une P, la P on a 3 orbitales donc atomiques. Donc sachant que dans une orbitale on peut mettre 2 électrons, donc 3 fois 2, 6. Bigot, c'est exactement le même nombre qu'on possède ici. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 cases. Donc fois 2, on est à 10. 10 électrons pour une D. C'est exactement la même chose. Puis, quand on prend la F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a 7 cases fois 2, 14. Bravo! Et ouais, donc tout est logique et c'est exactement donc comme ça que ça fonctionne. Donc il faut savoir que donc, ce modèle donc, quantique d'Einstein, eh ben, il est extraordinaire. Tout simplement parce qu'on se retrouve en fait avec donc, une mécanique quantique qui nous permet en fait à l'heure actuelle d'expliquer énormément en fait, de choses au niveau donc, de l'atome. Alors, pour continuer en fait à vous faire découvrir donc l'atome, l'atomistique, on va donc cette fois-ci aller un peu plus loin sur ces cases quantiques. On va revenir sur l'atome d'oxygène. Alors, cet atome d'oxygène, qui était donc à 8. Donc on a un S2, 2 S2, 2 P4. Ça veut dire que ici, je me retrouve avec 2 orbitales S et une P.
Alors, là-dedans, quand vous regardez bien, donc on va donc se retrouver avec, donc au niveau donc de la S, 2 électrons qu'on peut placer dedans. Voilà, donc comment on peut les mettre. Puis encore une S avec 2 électrons à l'intérieur. Bingo. On continue, et cette fois-ci pour la P. Une P, quand vous regardez, on a 4 électrons à placer dedans. Pour placer ces 4 électrons, il existe une règle qu'on appelle donc la règle de Hund, et qui nous dit qu'on commence tout le temps par placer donc les spins positifs en premier. Puis après, on met ça donc sur chacune des cases, on revient donc de nouveau et on met les spins négatifs qui suivent. Donc on met les spins positifs en premier, puis on revient et on met les spins négatifs. Voilà comment est-ce qu'on fait donc pour remplir ces cases quantiques. Rappelez-vous, qu'est-ce que je baratine depuis tout à l'heure? Quels sont les électrons de valence? On a dit l'avant-dernière sous-couche, est-ce qu'elle est totalement remplie? Réponse oui. Donc ça veut dire en fait que ici, on se retrouve donc avec la dernière couche qui est couche de valence. Alors, si vous regardez bien, au niveau donc de cette couche de valence, on a l'oxygène qui présente un doublet non liant, un deuxième doublet non liant, un électron célibataire et un électron célibataire. Qu'est-ce qu'on a? On se retrouve donc ici avec la structure de Lewis. Et ouais, ce modèle donc de la mécanique quantique, il vous permet carrément de pouvoir retrouver donc à chaque fois les structures en fait électroniques pour n'importe lequel des éléments. Et ouais, le modèle de Lewis peut directement sortir donc ici de la structure électronique. Alors, du coup, si on refait donc cette fois-ci pour l'azote. Donc là, on est sur l'oxygène. Donc pour l'azote, un S2, 2 S2, 2 P3. Donc pareil, donc on a deux, un vers le haut, un vers le bas, encore deux, un vers le haut, un vers le bas, et on a donc 3 électrons donc à placer au niveau de la P. Donc j'ai règle de Hund qui me dit que je place toujours mes spins positifs en premier. Donc du coup, voilà comment on place. Électron donc de valence, quand on regarde, je me retrouve donc ici avec la sous-couche, l'avant-dernière. Est-ce qu'elle est totalement remplie? Oui. Donc du coup, en électron de valence, on prendra donc la dernière couche qui fait office d'électron de valence. Et là, on a donc, dans ces cas-là, l'azote qui va présenter donc un doublet non liant et 3 électrons célibataires. Voici donc la structure électronique pour l'azote. Alors, structure électronique et bien sûr le Lewis de l'azote. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure donc de ce qu'on appelle les exceptions. Alors, il existe dans ce modèle des exceptions. Alors, je n'ai pas oublié, on va y arriver. Au niveau des exceptions, sachez que donc, tous les profs donc, décident que, et vont vous le dire, donc qu'il existe 2 exceptions donc, au niveau de ces structures. Alors, la première des exceptions donc, qu'on va voir, on va prendre donc le chrome,
qui a un Z à 24. Donc chrome avec un Z à 24. Alors bien entendu, on commence par faire les structures électroniques. Donc pour le chrome, alors structure électronique, bon, j'ai effacé donc le remplissage de Kleshowski, c'est pas grave. Vous pouvez le faire en fait assez rapidement. Dites-vous que vous avez un triangle donc à faire et rapidement vous le faites sur votre feuille. Donc on a 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, D, 4S, 4P, 4D et 4F. Rappelez-vous, PDF, le format PDF. Et puis, hop, on remplit selon Kleshowski, toujours. Donc, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a donc en premier? On commence 1S, 2. Il faut aller jusqu'à 24. Donc, puis après, j'ai 2S, 2. Premier effet, deuxième effet. On remonte. 2P, 6. On redescend. 3S2. On revient. 3P6. 4S2. Et 3D4. On est situé entre donc, les 20 et les 30. Donc automatiquement, on doit avoir donc ici le 24 qui apparaît. Si on compte, 2 et 2, 4 et 2, 6. 2 et 2, 4. Donc plus 6, ça fait 10. Plus 2, 12 et 6. 18 et 2, 24. On a les 24 qui apparaissent. Alors maintenant, donc, si on demande les électrons de valence. Alors les électrons de valence, on va donc se retrouver donc ici avec le 4S2, on réorganise, et dans l'avant-dernière sous-couche, est-ce qu'elle est totalement remplie? Réponse non. Donc automatiquement, on prendra donc les deux derniers qui sont les électrons de valence. Donc ça veut dire 4 et 2, on est à 6. On a 6 électrons de valence. Alors, tout ceci, c'est pas mal. Par contre, cette structure, elle n'est pas bonne. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas bonne? Pour comprendre en fait l'erreur, donc il faut donc revenir sur la structure et les cases quantiques. C'est pour ça qu'on a fait les cases quantiques juste avant. Alors, regardez. Si je prends le 3D4 et 4S2, le D, on peut donc, elle contient donc combien d'orbitales donc atomiques à l'intérieur? On était à 5. « 1, 2, 3, 4, 5. Le 4, il s'agit d'un S, donc du coup, une seule case. Donc ça veut dire que ici, donc, au niveau du S, on en a 2, donc un spin positif, un spin négatif. Et au niveau donc du D, on en a 4 à placer. 1, 2, 3, 4. Alors, quand on regarde ceci, où est l'erreur? Cherchez l'erreur. C'est très simple. Rappelez-vous de la règle de remplissage. Comment est-ce qu'il fallait faire pour remplir? Pour remplir donc les orbitales, donc les cases de Pauli, donc il fallait respecter la règle de Hund. Cette règle, elle vous disait en fait qu'il fallait en premier placer les spins positifs chez tout le monde, puis après vous revenez et vous mettez les spins négatifs. Ici, quand on regarde, comment ça se fait qu'on a déjà ici placé des spins négatifs alors qu'on a toujours une case quantique qui est vide? Eh bien ça, c'est pas possible. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un remaniement électronique
interne qui va se produire. Et ici, ce spin, il va donc descendre de niveau énergétique pour aller ici, aller sur la case vide. Donc du coup, il disparaît de là et il va venir ici. Alors bien entendu, étant donné qu'on a une migration donc, de l'électron, il va falloir également en tenir compte au niveau de la structure, puisque maintenant on est à 5 et ici on est à 1. Et voilà la bonne structure pour le chrome. Pas très compliqué? Eh ben non. Sachant que le chrome n'est pas la seule exception. Donc voici la première. On va attaquer maintenant la deuxième, deuxième exception. Deuxième exception, on va se retrouver donc avec le cuivre. Structure électronique à 29. Alors, histoire de gagner un peu de temps, on va garder déjà ce qu'on a donc la trame qu'on a déjà faite et on va compter jusqu'à 29 cette fois-ci. Allez, on y va. Donc j'ai un S2, 2 S2. Donc là, on était donc à 24, si vous vous souvenez. Donc nous, on doit en placer donc à 29. Et voici pour le cuivre. Donc les 29 qui sont placés. Si vous regardez, on a donc 2 et 2, 4, et 6, 10, 12, 18. Et 2, donc 20, et 9, 29. Pareil, donc la question qui est posée, donc les électrons de valence. Alors pour les électrons de valence, vous regardez donc la sous-couche, donc l'avant-dernière sous-couche, est-ce qu'elle est totalement remplie? Réponse, non. Comme elle n'est pas totalement remplie, donc il s'agit donc alors de ces deux dernières sous-couches qu'on doit prendre comme électrons de valence. Donc 9 et 2. Ça fait 11. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'agit d'une exception? Alors, cette exception, donc vous allez vite la comprendre. Pareil, pour donc, voir l'exception, moi je vous conseille tout simplement en fait de faire les cases quantiques donc de nouveau. Donc, hop, la D, on était à 5, et la S, on est à 2. Alors, ici, on a donc 2 électrons à placer sur la S. Les voici. Puis après, on a donc 9 électrons à placer au niveau de la D. Donc, les spins positifs en premier. Puis, on revient et on mettra donc les spins négatifs. Et voilà. Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'une exception? Cette fois-ci, on n'est pas dans le cas d'une case quantique vide, donc d'une orbitale donc vide. Donc du coup, sachez tout simplement en fait que la sous-couche D est une sous-couche un peu capricieuse. Pourquoi? Tout simplement parce que la sous-couche D, elle aime se stabiliser soit à 5, c'est-à-dire avoir un électron chez tout le monde, ou bien se stabiliser à 10. Elle aime pas en fait être un peu entre les deux. Si elle peut se stabiliser donc à 5 ou à 10, elle va chercher à le faire. Donc du coup, ici, quand vous regardez, donc, on a 9. Donc on va avoir une réorganisation donc pareil interne donc, des électrons. Et on a le spin négatif qui va descendre pour venir ici. Étant donné qu'on a eu ce remaniement électronique, on fait pareil ici. Le changement. Et voici la vraie structure électronique pour le cuivre. Bravo. Donc là, on a vu donc les deux exceptions qu'il existe. Alors bien entendu, ce n'est pas les seules,
puisque on part du principe en fait que sont exception donc ces deux éléments et toute la colonne qui va avec, puisqu'ils appartiennent à la même famille. Appartenir à la même famille. Alors, ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Appartenir à une même famille, donc ça veut dire en fait qu'on est en train de parler, donc même famille, au niveau du tableau périodique de Mendeleïev. Donc sachez que le tableau périodique est quelque chose en fait qu'on peut vous demander, mais on ne va pas y arriver tout de suite. Alors, au niveau de ces structures, donc là, vous avez compris donc, comment est-ce qu'on faisait pour remplir donc, les structures électroniques. Vous avez la règle donc, de Kleshowski. Puis, si vous voulez remplir donc, les cases quantiques, ceci, rappelez-vous en fait de la règle de Hund. La règle de Hund au niveau de laquelle on commence par les spins positifs en premier, on revient et on met les spins positifs juste derrière. Maintenant, si on veut définir en fait un électron là-dedans, donc il faut savoir que pour définir un électron, donc là par exemple, si je veux définir cet électron ici qu'on a mis en couleur. Donc pour définir un électron, je vais devoir donc donner 4 composantes au niveau donc, du modèle de mécanique quantique. Les 4 composantes, ça va être N, L, M et S. Sachant que pour définir donc, cet électron ici présent, on va le mettre en évidence, on va l'entourer. Donc il faut lui donner en fait sa couche. Sa couche, elle est représentée donc juste devant, donc il s'agit de 3. Puis après, il faut lui dire en fait dans quelle sous-couche il est situé. Donc la sous-couche, on est sur une D. Rappelez-vous, au niveau donc des D, on avait 0, 1, 2. Donc on était sur donc, le 2. Maintenant, on arrive sur ce qu'on appelle le nombre quantique magnétique. Qu'est-ce que ça veut dire comme notion? Et ouais, c'est la nouveauté. Alors, sachant qu'au niveau de ce nombre quantique donc magnétique, il représente en fait tout simplement la sous-couche, la position de la sous-couche. J'explique. Au niveau du nombre quantique magnétique, on dit en fait qu'il est compris entre moins L et plus L. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que pour un L de 2, le nombre quantique magnétique, il va être moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Donc du coup, c'est la position en fait de chaque orbital, donc de chaque case quantique. Donc ici, cette case quantique, elle va avoir un nombre, un nombre magnétique de moins 2, puis celle-là de moins 1, puis celle du milieu de 0, de 1 et de 2. Donc nous, ici dans le cas présent, on est sur une case donc, qui est à 2. Donc on a le M qui est de 2. Puis on a donc le spin, il est retourné vers le bas. Donc s'il est retourné vers le bas, ça veut dire qu'on est sur un spin négatif. Donc moins 1,5. Et voilà donc comment est-ce qu'on peut donc définir directement les 4 composantes donc d'un électron. Normalement, si vous donnez ça en fait à un scientifique, il comprendra tout de suite où est-ce que vous êtes situé au niveau en fait de la mécanique quantique. Alors, on continue et on va voir donc quelques petites relations donc au niveau de ces éléments. Donc regardez. La première relation, elle est ici, et on dit en fait que M est compris entre moins L et plus L.
Une autre relation qu'il faut absolument avoir en tête et retenir, c'est que L, il est supérieur ou égal à 0 et il est strictement inférieur à N. Si éventuellement on veut vous piéger un tout petit peu, il y a une chose en fait qu'on peut éventuellement faire, c'est pas très sympa mais ça existe, c'est que cette relation on peut la détourner et on peut vous dire que L il est inférieur ou égal, pardon, L est supérieur à 0 et il est inférieur ou égal à N moins 1. Ça veut dire exactement donc la même chose. Il n'y a aucune différence en fait entre les deux. Donc le L, soit il est strictement inférieur donc à N, soit il est inférieur ou égal à N-1. Voilà quelques petites relations qu'il faut absolument donc avoir en tête parce que effectivement donc en médecine, on peut vous piéger en fait sur ce genre de relations et il faut les connaître puisqu'il y a toujours des QCM en fait qui traînent un peu là-dessus. Alors maintenant, on attaque le tableau périodique. Sachant que au niveau d'un tableau périodique, si vous regardez bien, il est composé de la façon suivante. On se retrouve donc au niveau d'un tableau périodique avec ce qu'on appelle donc des colonnes. Donc sur une colonne, on a ce qu'on appelle une famille. Et il est composé de lignes qu'on appelle également les périodes. Sachez que la période, qu'est-ce que ça représente? Une période correspond en fait en réalité à la couche. Donc là, pour la couche K, on avait combien d'électrons qu'on pouvait mettre dedans? Rappelez-vous, 2 électrons. Donc on a 1 et 2. Ça veut dire que là, on va se retrouver donc avec la couche K qui est représentée. Au niveau de la couche L, elle pouvait contenir donc combien d'électrons? On en avait 8. Donc pour les 8, on a 1, 2, et ici, si vous comptez, on en a 6, ce qui fait en tout donc les 8. Donc K, L, M, et ainsi de suite. Vous allez avoir donc ici donc, les couches qui apparaissent. Puis, on a donc les familles donc, qui sont directement sur les colonnes. Alors, sachez qu'un tableau périodique, on doit absolument savoir en fait le retrouver. Soit on vous le donne, soit on ne vous le donne pas. En réalité, on vous le donne très rarement. Pour retrouver en fait un tableau périodique, donc du coup, il y a des astuces et il y a certaines façons en fait de faire. Alors, je vais vous apprendre en fait à retrouver donc les 3 premières lignes qui sont donc les plus importantes et c'est celles qu'on demandera donc d'apprendre et de retenir en fait à la fac. Imaginez-vous en fait que vous voulez appeler quelqu'un. Comment est-ce qu'on peut procéder pour appeler une personne? La réponse, hey, tableau périodique. Hey. Et voilà, la première ligne est faite. C'est pas compliqué. Donc on va se retrouver donc ici avec hey, on a appelé le tableau périodique. Il arrive. Alors, on a première ligne. Pour la deuxième ligne, alors, j'ai 2 options. Vous avez le droit en fait à la petite phrase un peu coquine ou à la phrase un peu plus soft. Qu'est-ce que vous choisissez? Eric,
Bravo. Eric sur le chat, il me demande en fait de choisir la soft. Et non, la coquine, je la garde pour moi. Non, non. On est quand même sérieux, on va faire donc la phrase soft. Retenez pour la deuxième ligne que Lily bêche bien chez notre oncle Fernand Nelson. Et ouais, Nelson c'est mon prénom. J'appartiens au tableau périodique. Donc du coup, qu'est-ce qu'on retrouve donc là-dedans? Allez, on revient. Donc on a le lithium, le béridium, le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor et le néon. Pourquoi c'est important en fait d'avoir ces ordres? Donc tout simplement parce que si éventuellement vous avez oublié le numéro atomique d'un élément, on peut le retrouver facilement, regardez. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 7, 8, 9 et 10. Voilà pourquoi il est intéressant en fait d'avoir ces phrases mnémotechniques en tête pour retrouver donc l'ordre des éléments dans un tableau périodique. N'oublions pas, c'est les 3 premières lignes qu'il faut retenir. Il m'en manque une. Alors pour la dernière, on retient en fait que Napoléon mange. Alors certains vont dire qu'il mangea, puisqu'il n'est plus là. Moi pour moi, il mange toujours. Donc mange allègrement. Si poisson. Alors, bien entendu, quand il en a ras-le-bol en fait du poisson, il peut toujours prendre du poulet. Et ouais. Sans claquer d'argent. Et là, on a Napoléon, le sodium, le magnésium, aluminium, silicium, le phosphore, le soufre, le chlore et l'argon. Donc voilà comment est-ce qu'on peut retrouver donc, les différents éléments des 3 premières lignes en fait du tableau périodique. Donc du coup, en résumé, première. Deuxième, Lily bêche bien chez notre oncle Fernand Nelson. Et pour la dernière, Napoléon mange allègrement 6 poissons sans claquer d'argent. Facile. Et ouais, c'est pas très compliqué en fait de retrouver ce genre de choses. Donc, il faut juste s'amuser un peu et apprendre. Donc voilà, des petits moyens donc, qui sont bêtes et méchants, mais qui fonctionnent très bien. On revient donc sur le tableau. Alors, au niveau du tableau, donc rappelez-vous, on avait donc ici ceci. Alors, au niveau d'un tableau périodique, il existe en fait plein de choses qu'on peut retrouver dedans. Si vous regardez, donc ici, au niveau donc des deux premières colonnes, on a ce qu'on appelle donc le bloc S. Pourquoi ça s'appelle le bloc S? Parce que dans ces éléments, à chaque fois, vous allez toujours en fait terminer par, donc si vous êtes sur la première, par S1, si vous êtes sur la deuxième, par S2. Faites l'expérience et vous verrez. Effectivement, première
tout le temps S1, deuxième, tout le temps S2. Pour donc, ce bloc S, n'oublions pas juste que vous avez ici également donc l'hélium qui fait partie donc du S, puisqu'il est à 1 S2. Puis après, on a donc ici ce qu'on appelle donc le bloc dP. Rappelez-vous, au niveau du bloc P, on pouvait placer combien d'électrons donc à l'intérieur? Réponse 6. Et bien, si vous prenez en fait un tableau et que vous comptez, donc là, vous devez donc normalement avoir 6 cases, donc 6 éléments qui sont placés les uns à la suite des autres. Puis après, on va avoir donc ici, hop, sur cette partie-là, le bloc DD. Alors, sachant que le bloc D est un bloc en fait qui est exclusivement donc pour les métaux. Et on va avoir donc la petite case donc juste en dessous qu'on appelle le bloc DF. Voilà comment est-ce qu'on peut donc directement donc situer donc les éléments. Donc si on met quelques-uns à l'intérieur, on a donc ici l'hélium, Lily, bêche bien chez notre oncle Fernand, Nelson, Napoléon mange allègrement 6 poissons sans claquer d'argent. Et voilà donc comment on peut retrouver donc facilement donc ces différentes composantes. Alors maintenant, pourquoi je vous parle de ceci? Tout simplement parce que quand on prend l'oxygène, donc l'oxygène, je vous avais dit en fait qu'on était donc sur un numéro atomique de 8. Alors, numéro atomique donc de 8, donc on va avoir un S2, 2 S2, 2 P4. C'est-à-dire que on a donc en case quantique, 1 vers le haut, 1 vers le bas, 1, 2, 3 et 4. Et donc au niveau de l'oxygène, on avait donc une structure de Lewis qui ressemblait à ceci. Maintenant, si je vous demande en fait de faire exactement la même chose, mais pour le soufre. Le numéro atomique donc du soufre, est-ce que vous le connaissez? Réponse, non. Et bien moi non plus. Pas compliqué, il faut juste compter. Regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Numéro atomique de 16. Si on fait exactement la même chose qu'on a fait pour l'oxygène, on va avoir donc alors un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2 et 3 P, 2, 6, donc 2 et 2, 4, et 6, 10, 12, donc 4. Si vous regardez bien, au niveau donc du soufre, on est donc juste en dessous donc de l'oxygène. Pour l'oxygène, il se terminait donc en 2P4. Et pour le soufre, on se termine en 3P4. Là, on a donc le N, donc de 1, de 2, de 3, de 4, et ainsi de suite. Donc du coup, ça veut dire que pour l'oxygène, on était donc sur donc, une couche 2, dans un bloc P, 2, P, et on est 1, 2, 3, quatrième position, donc les 4 qui apparaissent. Pour le soufre, on est donc sur donc, une couche à 3,
sur un bloc P et on est en quatrième position sur le bloc P, 3, P, 4. Et ouais, c'est magique, c'est un truc de dingue. Mais ouais, mais tout fonctionne. C'est ça l'avantage en fait sur ce modèle, c'est que c'est fini, donc tout est question, mais monsieur, pourquoi est-ce qu'on peut pas faire comme ça? Mais monsieur, pourquoi? Bah non, c'est fini tout ça. Maintenant, vous êtes déjà grand. Donc ça veut dire en fait que toutes les questions qui se posent, on y apporte une solution. Donc ici, donc ça y est, c'est fini donc les moments où vous verrez plus tard, vous verrez quand vous serez à la fac, mais vous verrez pourquoi est-ce que on ne peut pas vous expliquer ceci ou cela. Bah, sur ce modèle, tout s'explique. C'est quelque chose donc de très simple. Une fois que vous avez compris en fait comment ça fonctionne, c'est quelque chose donc d'archi simple et on peut tout retrouver en fait là-dedans. Regardez, petite chose supplémentaire, ça c'est vraiment un petit cadeau. Donc, on est sur 6 électrons de valence, puisque l'avant-dernière sous-couche est totalement remplie. Donc, les électrons de valence sont à la dernière. On va donc avoir donc ici une S, une P. On a 1, 2 électrons, 1, 2, 3, 4 pour la P. Donc 2 électrons pour une, 4 électrons donc pour l'autre. On a donc dans ces cas-là le soufre qui va donc présenter, donc si vous regardez, 2 doublés et 2 électrons célibataires. Le soufre ressemble à qui? À l'oxygène. Mais bien sûr. Rappelez-vous, quand on dit qu'on appartient à une même famille, ça veut dire quoi? On appartient à une même famille parce qu'on a la même tête. Ça veut dire en fait qu'on appartient à une même famille parce qu'on a exactement donc la même façon de faire, on a le même visage. Et bien ici, c'est pareil. On appartient quand on est donc sur une colonne à une même famille. Donc là, on a donc du coup la famille de l'oxygène. Et ouais, c'est facile. Et vous pouvez faire ça en fait avec tous les éléments de la colonne. Donc c'est-à-dire que dès que vous connaissez en fait les premiers, eh ben, vous connaissez automatiquement tous les Lewis de ceux qui sont en dessous. Rappelez-vous, on appartient à une même famille, ça veut dire qu'on a la même tête, mais on a aussi éventuellement les exceptions qui peuvent aller avec. Donc je parle de ça tout simplement parce que vous avez le chrome et le cuivre qui appartiennent donc à la même famille, donc de tous ceux qui sont en dessous. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont en dessous vont avoir les mêmes exceptions que donc le chrome et le cuivre. Attention. Donc du coup, ici, je vous ai expliqué un peu comment ça fonctionne. Donc si, allez, on se fait un petit dernier exemple. Je me prends le magnésium. Magnésium, on va dire que, voilà, on est ici. Z de combien? On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc du coup, on va se retrouver donc avec 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S2. L'avant-dernière sous-couche, est-ce qu'elle est totalement remplie? Réponse, oui. Donc ça veut dire qu'on va avoir ici la dernière couche qui est couche de valence. Donc 3s2. Donc pour le magnésium, donc, il faut savoir qu'on va avoir donc 2 électrons donc, qui sont présents. Donc comme on a donc 2 électrons qui sont présents, au niveau donc du magnésium, on a alors Mg, donc magnésium, étant donné que on va se retrouver donc avec donc une famille. Alors, avant d'aller un tout petit peu plus loin, on va quand même rappeler certaines structures donc là-dessus. On va pas le faire tout de suite. Alors, magnésium,
Donc, on a donc, le 3, le bloc des S, et qui est situé en deuxième position, 1 et 2. Voilà donc ce qu'on peut retrouver en fait sur ce fameux tableau périodique. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est que on va regarder donc le nom de quelques familles qui sont obligatoires en fait à savoir. Donc il faut absolument donc avoir en tête donc sur lesquelles on peut éventuellement donc interroger. Alors dans ces familles, donc la première en fait à savoir est tout simplement le premier bloc. Pardon, première colonne. Au niveau de cette première colonne, on a ce qu'on appelle donc la famille des alcalins. Donc les alcalins, donc il faut savoir que donc sont alcalins tous ceux qui appartiennent donc à la première colonne, sauf l'hydrogène qui n'est pas un alcalin, c'est l'exception à la règle. Puis après, on a deuxième famille qui s'appelle, donc c'est la deuxième colonne, c'est les alcalino-terreux. Donc alcalino-terreux, donc c'est la deuxième colonne. Puis on a donc sur le D, je vous ai dit en fait tout ce qui était les métaux. Éléments de transition, les métaux, donc sont sur ce bloc D. Puis après, vous devez également retenir que au niveau de la dernière, on a ce qu'on appelle les gaz rares. Alors, il y en a certains qui les appellent donc les gaz rares, il y en a d'autres en fait qui vont les appeler donc les gaz nobles, les gaz stables. Puis l'avant-dernière est également donc à retenir. Au niveau donc de l'avant-dernière, on a ce qu'on appelle donc la famille des halogènes. Vous verrez souvent donc en chimie la famille donc des halogènes, on va donc la noter en fait avec une petite lettre X. Et ouais, c'est la famille des X. Voilà ce que vous avez en fait à retenir donc sur donc ces familles. Maintenant, donc quelques notions supplémentaires avant donc de terminer ce cours. Donc sachant que on va se retrouver donc avec retenir que le fluor, c'est l'élément le plus électroattracteur qui existe sur Terre. Donc du coup, le fluor, donc c'est un électroattracteur. Qu'est-ce que ça veut dire être électroattracteur? Donc, on dit qu'un atome est électroattracteur quand il a tendance en fait à tirer vers lui des électrons. Donc c'est ça la définition de l'électronégativité. Donc du coup, le fluor étant l'élément le plus électroattracteur qui existe sur Terre, donc on a une échelle d'électronégativité qui nous dit en fait que tout le monde va vers le fluor et c'est l'échelle de électronégativité. Donc elle va dans ce sens et dans celui-là. Histoire de mieux voir, on va effacer un peu et on va le remettre sur du propre.
Donc on a dit qu'on avait donc le fluor et d'après l'échelle d'électronégativité, on note EN, électronégativité, échelle qui a été faite donc et mise en place par Pauling. Attention, ne pas confondre Pauling et Pauli. Pauli, c'est les cases quantiques. Pauling, c'est cette échelle. Donc, on a l'électronégativité donc qui est là. Dans le même sens, on va avoir donc également ce qu'on appelle l'affinité électronique. C'est normal. Si donc, je tire à moi les électrons, c'est que j'ai une grande affinité avec mes électrons. Donc les deux échelles vont dans le même sens. Donc ici, on a donc l'affinité électronique qui va dans le même sens que l'électronégativité. J'adore les électrons, donc je les aime autour de moi. C'est le cas du fluor. Donc après, on a donc toujours pareil, donc dans ce même sens, l'énergie de première ionisation. Ça représente quoi? C'est l'énergie en fait à fournir pour former un ion. Donc du coup, ça va donc dans le même sens que l'électronégativité. En fait, tout va donc toujours de la même façon. Réponse, non. Et non, pas du tout. Regardez, on a une dernière échelle qui va en fait à l'encontre de tout le monde. Donc on a ici l'échelle du rayon atomique. Le rayon des atomes va dans ce sens. Où se retrouvent les atomes les plus gros, d'après vous? Où est-ce qu'on peut retrouver ces atomes? Réponse, ici. On va voir donc ici les atomes donc, qui sont les plus volumineux. Donc voilà comment on peut retrouver donc ici donc, certains éléments. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse en fait à ceci? Alors, regardez, si je prends donc, comme exemple le fluor et l'hydrogène. Donc le fluor et l'hydrogène. Donc le fluor, il va avoir donc... Alors, si on regarde la structure donc électronique du fluor. Un S2, 2 S2, 2 P5. On a donc ici, donc en électrons de valence, donc 2 et 5, 7. Donc c'est-à-dire que on va avoir donc au niveau du fluor 1, 2, 3, 4 et 5. On a donc 3 électrons, donc ici 3 doublés non liants, et on a un électron tout simple. Si on prend l'hydrogène, on a donc un Z2,1, ça veut dire qu'il a un S1. Donc l'hydrogène, il va avoir donc lui un électron tout simple. Ici, ce qui va se passer, c'est simplement que pour se stabiliser donc l'hydrogène et le fluor, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont réaliser ce qu'on appelle une liaison covalente. Donc, en réalisant donc la liaison covalente, ici, ils vont partager donc leur électron, et en partageant donc cet électron, donc ce qui se passe, c'est simplement que le fluor va respecter donc la règle de l'octet. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et l'hydrogène, il va respecter ce qu'on appelle la règle du duet, 1 et 2. Maintenant, derrière ça, entre un fluor et un hydrogène, quel est l'élément le plus électroattracteur? On prend l'échelle, on veut l'électronégativité, et donc l'hydrogène étant donc par ici,
et le fluor étant ici. Le fluor étant l'élément le plus électroattracteur qui existe sur Terre. Donc quel est le plus électroattracteur? Réponse, le fluor. Donc ici, ce qui va se passer, c'est tout simplement que les électrons situés en fait au niveau de la liaison donc, covalente, comme le fluor est beaucoup plus électroattracteur que l'hydrogène, il va tirer vers lui donc les électrons. Et comme il va tirer vers lui les électrons, c'est-à-dire que au lieu d'avoir les électrons qui sont à mi-chemin entre les deux, eh ben, ils vont beaucoup plus être déplacés du côté du fluor. Et comme ils sont beaucoup plus déplacés donc, du côté du fluor, on va avoir donc ici une structure donc, électronique beaucoup plus importante au niveau donc, du fluor, donc qui va être delta-, et puis une toute petite structure électronique au niveau d'hydrogène, donc qui va être delta+. Alors bien entendu, donc la suite, donc on la fera donc au prochain cours, sachant que au prochain cours, donc nous verrons directement comment on va appliquer donc cette électronégativité, comment on va appliquer donc l'ensemble donc de ces règles, et on verra donc également donc comment est-ce qu'on va faire pour créer des ions, et également comment est-ce qu'on va faire pour stabiliser donc une molécule par formation de liaisons covalentes. Mais bien sûr, tout ceci en fait sera vu dans le prochain épisode. Donc, j'espère vous revoir donc pour le prochain. Et d'ici là, bonne journée à tous.